déjeuner politique ce matin, c'est Laurent Fabius, ancien Premier ministre, président du Conseil constitutionnel, ancien président de la COP21 et auteur de ce livre Rouge Carbone aux éditions de l'Observatoire. Oui, bonjour Laurent Fabius. Bonjour. On va en parler de Rouge Carbone, notamment parce que c'est le 5e anniversaire dans quelques jours des accords de Paris. Alors vous êtes président du Conseil constitutionnel. À ce titre, vous avez un devoir de réserve sur certains sujets politiques, bien sûr. Mais en quelques mots, et sans préjuger de ce que va devenir la loi sur la sécurité, avait-on besoin, par exemple, juridiquement, d'un article 24 pour un encadrement des manifestations? Grande question. C'est une telle grande question que le Premier ministre, M. Castex, lorsque l'article 24 existait, si je puis dire, en suspens, a dit qu'une fois voté, il le soumettrait au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire à l'institution que je préside. Oui. Bon, on verra. D'abord, je ne sais pas ce que va devenir l'article 24. Ensuite, je ne sais pas s'il nous sera soumis. La difficulté, sans rentrer dans les détails, c'est qu'il faut à la fois faire tout ce qu'il faut pour lutter contre le terrorisme, et en même temps, il faut préserver les libertés, notamment la liberté de la presse. Oui. Donc, voilà, la conciliation n'est pas facile. Si nous sommes saisis, nous prendrons notre décision. Est-ce qu'on ne fabrique pas un peu trop de lois actuellement ? Justement, d'une façon générale. D'une manière générale, oui. Il y avait un grand juriste, je ne sais pas si vous avez entendu son nom, qui s'appelait Guy Bréban. Et c'était vraiment un des plus grands juristes qu'on a eu, qui disait il en est de l'inflation législative comme de l'inflation tout court. Plus on fait de lois, moins elles ont de valeur. Ouais. Et c'est la même chose pour la monnaie. Ouais. Et c'est vrai qu'on légifère beaucoup. Pas seulement on légifère beaucoup, mais il y a des lois qui arrivent avec, par exemple, 50 articles et qui ressortent du Parlement avec 150 articles. Alors, le droit des parlementaires, il est entier. Moi-même, j'étais parlementaire longtemps. Mais du coup, la loi est peut-être moins bien faite qu'elle ne devrait. Oui. Est-ce qu'il y a, et à partir de quelles restrictions il peut y avoir un risque de ne plus avoir de garantie d'un état de droit? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, je distingue l'état du droit et l'état de droit. C'est pas pour faire un jeu de mots. L'état du droit, c'est-à-dire les lois, elles peuvent changer. C'est le droit du Parlement de modifier les lois. Mais l'état de droit, avec un grand E, c'est-à-dire le fait qu'il y a une séparation des pouvoirs, le fait que les grandes libertés sont assurées, ça, pour nous, Français, c'est inamovible. Oui. Et là, il peut y avoir des risques, aujourd'hui. Oh, il y a quand même des grands garde-fous. D'abord, les parlementaires sont en général respectueux du droit. Ensuite, le Conseil d'État en amont, le Conseil constitutionnel en aval. Il y a quand même beaucoup de protection. Voilà. Oui. Comment faire face aussi aux menaces terroristes, C'est un autre grand défi dans notre société. Des menaces qui pourraient venir de détenus, on le sait, condamnés pour terrorisme et qui vont être libérés. Là, certains le sont et il va y en avoir d'autres. Est-ce qu'on peut créer un suivi spécifique? Certains voudraient justement changer la loi au nom justement d'un état de guerre contre le terrorisme. Non, l'état de guerre, c'est autre chose. Dans la Constitution, il y a un article, qui est l'article 35, qui prévoit ce qu'on peut faire quand on est en guerre. Mais en guerre, ça veut dire envoyer des troupes à l'étranger, c'est une autre situation. Non, le problème que vous citez est réel. Il faut absolument lutter contre le terrorisme. Simplement, il faut prendre des moyens pour lutter contre le terrorisme qui soient conciliables avec un certain nombre de libertés. Voilà. Et notre rôle, c'est justement d'apprécier si la conciliation est bonne. Mais pour répondre précisément à votre question, le Parlement peut tout à fait légiférer contre le terrorisme. Il l'a fait, il le refera. Oui, c'est ça, parce que il y a beaucoup de l'état d'urgence, en fait, sanitaire, etc. C'est liberticide ou pas, ça, justement? Liberticide, c'est un grand mot. Un mot général. Nous sommes là, au Conseil constitutionnel, pour défendre les libertés. Mais en même temps, il y a des conciliations. Oui, les libertés individuelles, les libertés collectives, mais en même temps, l'État doit protéger la sécurité. Et toute la difficulté, c'est de voir si la conciliation entre les deux est proportionnée ou pas. Oui. Est-ce que le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État aujourd'hui, qui de plus en plus sont consultés et s'emparent en fait de questions, agissent finalement comme un contre-pouvoir dans notre société? Contre-pouvoir, je ne sais pas, mais on a dans la Constitution française un système qui est que en amont des lois, le Conseil d'État est consulté, il donne un avis, le gouvernement n'est pas obligé de le suivre. Et en aval des lois, le Conseil constitutionnel peut être saisi et nous prenons des décisions. Donc, du point de vue du droit, il y a des mécanismes qui protègent le droit en amont et en aval. Mais évidemment, ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est un
pas apparemment, mais une protection quand même très très efficace. Et plus que jamais indispensable aujourd'hui, justement, dans notre tout société. Tout à fait indispensable. Regardez ce qui se passe dans certains pays de l'Europe de l'Est, où des gouvernements veulent complètement mettre à bas l'état de droit, et ils commencent par s'attaquer aux juristes. Laurent Fabius, il y a 5 ans, vous arrachiez quasiment jour pour jour, c'était début décembre, l'accord de Paris sur le climat. Votre livre, c'est un message d'alerte, rouge carbone. Vous dites que la pandémie Covid, là, n'est rien à côté de ce que nous pouvons redouter avec un réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est un peu choquant quand on écoute ça, mais j'appelle à la réflexion. C'est ce qu'appelle, je lis, le giga-paradoxe. Bon. La pandémie Covid, c'est quelque chose de extrêmement grave, et les gouvernements, à juste titre, prennent des mesures en matière économique, financière, sanitaire extrêmement fortes. Mais quand on y réfléchit, la mutation climatique est non seulement aussi grave, y compris en termes de santé, mais plus grave. Et là, il n'y a pas de vaccin. Et ce qui me frappe, c'est que dans un cas, on agit avec raison beaucoup, et dans l'autre cas, le climat, on n'agit pas à la mesure du risque. C'est plus tard, quoi, c'est ça. Oui, c'est parce qu'on dit c'est plus tard, on a tort, c'est aujourd'hui. C'est parce que l'ombre portée de la mort, si je puis dire, n'est pas aussi présente. Et en fait, tout ça est erroné. Parce que ce que j'écris dans mon bouquin, c'est que l'origine de tout ça, c'est les gaz à effet de serre liés aux activités humaines, etc. Mais une fois que vous avez envoyé dans l'atmosphère les gaz à effet de serre, ils ne retombent pas. Il reste 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et donc, il arrive un moment où c'est irrémédiable. Et donc, il faut que les individus, nous, les scientifiques et les gouvernements agissent très très fortement. Alors, avec l'accord de Paris, on a fixé les objectifs, fixé les moyens. Maintenant, il s'agit de l'appliquer. Il y a beaucoup de pays qui les appliquent et d'autres qui ne les appliquent pas. Bon, vous pensez notamment aux États-Unis. Alors, vous avez soutenu Biden, la candidature de Biden. Je vous précise que je ne suis pas électeur américain. Non, bien sûr. Mais cela dit, mais Trump, dans ses provocations, est-ce qu'il n'a pas non plus alerté un petit peu sur la Chine, quand même ? Non, alors, pour le climat... la période Trump a été extrêmement négative. Pourquoi ? D'abord, pour les États-Unis, qui n'ont... parce que toute une série de règlements ont été annulés, et du coup, les énergies nouvelles n'ont pas été aussi favorisées qu'elles devaient l'être. Mais aussi, et surtout, l'accord de Paris, parce que Trump, en sortant de l'accord de Paris, a donné une espèce de billet de sortie à toute une série de pays qui avaient signé l'accord de Paris, mais qui n'étaient pas enthousiastes, mais qui étaient obligés de le faire parce qu'il y avait l'Europe, la Chine, les États-Unis, etc. Et qui, du coup, sont sortis. Regardez ce qui se passe au Brésil, regardez ce qui se passe en Turquie, regardez ce qui se passe dans certains pays pétroliers. Et donc, Biden, lui, arrive avec un programme tout à fait différent. La question, maintenant, est de savoir s'il va pouvoir l'appliquer. Oui. Et Laurent Fabius, est-ce que l'on peut faire aussi vraiment confiance en la Chine, pour notre planète, au regard de ce que nous vivons actuellement, justement, sur la crise Covid. Et puis, il y a le réchauffement climatique, il est provoqué aussi beaucoup par les Chinois. À peu près 30% des rejets viennent de la Chine. C'est le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde. Des centrales au charbon. Oui, vous avez raison. Donc, entre 28 et 30%. Les États-Unis autour de 15%, l'Europe autour de 10%. Bon, il n'y a pas de solution au problème du réchauffement climatique sans la Chine. Parce que le réchauffement climatique ne s'arrête pas aux frontières. Bon. Et donc, il faut, quelles que soient des différences qu'on peut avoir par ailleurs, travailler avec la Chine. Et de ce point de vue-là, vous avez sans doute été attentif au fait que le président chinois, Xi Jinping, il y a quelques jours, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, a dit pour la première fois le maximum d'émissions de gaz à effet de serre avant 2030 et neutralité carbone en 2060. Alors ça pose... C'est peut-être un effet positif de la crise du Covid où les Chinois se disent il faut qu'on fasse attention peut-être aussi dans nos relations. C'est une vision de long terme et évidemment ça va peser positivement. La question c'est de savoir si la Chine va être prête à modifier, vous avez cité le charbon, ce qu'elle fait dans ce domaine, puisqu'elle a le maximum de centrales à charbon et le charbon est beaucoup plus polluant que tout le reste, même si le pétrole et le gaz sont aussi très polluants. Dans votre livre, Laurent Fabius, vous donnez un tas d'exemples de ce que l'on peut faire, nous, au quotidien, les uns les autres. Et puis, il y a les énergies alternatives qui arrivent. Mais bon, c'est pas encore suffisant aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une erreur, là, de vouloir arrêter, pour certains, le nucléaire en France, qui nous protège, en fait, justement, de ce réchauffement ? Vous avez dit au début que je ne parlais pas beaucoup, c'est vrai, même pas du tout de politique de la France. Quand même... Mais sur le nucléaire, il y a quelque chose, déjà, qui me paraît absolument incroyable. Ça va vous surprendre. Lorsqu'on interroge les Français,
pour savoir si le nucléaire émet ou pas des gaz à effet de serre. 70% d'entre eux répondent que le nucléaire émet des gaz à effet de serre. Alors que le premier avantage du nucléaire, c'est de ne pas en émettre. Ouais. Donc, il y a un travail d'information à faire, pas seulement en France, partout, qui est essentiel. Et je voudrais, moi, j'essaye d'y contribuer au niveau international, à ce que partout, on enseigne, y compris dans les écoles, à l'université, la réalité. Après, les gens peuvent prendre des positions différentes, mais au moins qu'on sache le point de départ scientifique, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Laurent Fabius, si vous aviez 20 ans, est-ce que vous vous engageriez en politique en étant, par exemple, chez les écolos ? Ça, je ne sais pas. Oui, j'ai légèrement plus de 20 ans. Mais quand on regarde votre livre, c'est un plaidoyer quand même. Oui, mais écoutez, je peux vous donner en tout cas mon cheminement. Moi, j'ai commencé à être sensible à l'écologie quand j'ai été élu local. Parce que quand vous êtes élu local, j'ai été maire, président d'agglomération, vous voyez les conséquences concrètes à partir du transport, à partir des poubelles, des déchets, etc. Donc j'ai été sensibilisé à ça. Après, j'ai eu la chance d'être ministre de tas de choses, ce qui fait que c'est devenu encore plus vrai, plus sensible. Et puis, j'ai pu présider ce seul accord mondial sur le climat. Et donc, je suis persuadé que la préoccupation écologique, c'est fondamental. Alors, l'autre question, c'est de savoir si ça doit être réservé à un parti seulement ou pas. Non, je pense que ça doit être transversal et que tout le monde doit être sensible à ça, puisque c'est notre devenir à nous, le devenir de l'humanité qui est en cause. C'est pas du tout la planète, elle continuera d'exister. Mais c'est l'humanité. C'est l'humanité. Rappelez-vous... La faune et la flore aussi peut être menacée. Mais bien sûr, c'est lié aussi à la biodiversité. Enfin, parmi les 2 ou 3 plus grandes menaces sur l'humanité, il y a cette question du réchauffement climatique. Laurent Fabius, question avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, je vais revenir sur un sujet très discuté, c'est le déploiement de la 5G, qui est pour certains une révolution, comme pour l'hôpital de demain par exemple, et dans beaucoup de secteurs, mais aussi un crime environnemental et un crime pour la santé. C'est quoi votre position sur la 5G ? Là aussi, je ne vais pas vous répondre directement, ne m'en veuillez pas, parce que le Conseil, là aussi, peut être saisi, pas consulté. Nous prenons des décisions, que nous en prenons, elles s'appliquent à tous. Si vous voulez, il faut prendre de grandes précautions, bien évidemment, parce que ça peut concerner beaucoup de monde. Mais les avancées technologiques, ça existe. Je n'irai pas plus loin. Bon, voilà. Juste aussi, et là ça vous concerne directement avec le Conseil constitutionnel, la création d'un délit d'écocide. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle pour le climat ou c'est un gadget ? On rappelle que c'est des amendes pour les gens qui vont trop polluer, mais notamment les entreprises. C'est l'idée que il y a un devoir de protéger l'environnement. Quand il y a des atteintes à l'environnement, ça peut être réprimé. Bon, alors il y a un grand débat entre spécialistes. Est-ce que ça doit être réprimé pénalement d'une certaine manière ou d'une autre ? Mais je pense que, si vous voulez, l'idée que quand il y a une obligation, il y a une sanction, c'est dans le sens de l'histoire. Quand même. Laurent Fabius, vous n'êtes pas partisan de la théorie de l'effondrement. Vous n'êtes pas collapsologue. Pas du tout. Non, parce que, évidemment, mais il y en a certains qui disent, agissons maintenant, sinon... Non, on me demande souvent est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, c'est le sens de votre question. Je réponds je suis volontariste. Et sinon, alors quoi ? On s'assied et puis on attend que ça se passe. Non, je suis volontariste. Et je mets en exergue de mon livre une phrase de Gaulle qui me paraît très forte. Il dit entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui est dans l'accord de Paris et que je voudrais, avec beaucoup d'autres, recréer. Je dis parfois, contre le réchauffement climatique, il n'y a pas de vaccin. Mais il y a un antidote. Et l'antidote, c'est d'appliquer intégralement l'accord de Paris. Merci Laurent Fabius, ancien Premier ministre, président du Conseil constitutionnel et donc auteur évidemment de Rouge Carbone aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Et dans un instant, c'est le journal des